Nous nous retrouvons pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Vous êtes au tribunal de l'actualité. Comme je l'ai dit, nous sommes à la 4e convocation. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de cette essence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bouma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons parler chômage des jeunes et entrepreneuriat, et cela en lien avec le concept d'entrepreneur à capital zéro, un concept défendu par notre convoqué du jour. Alors, il faut dire qu'il est professeur d'économie et de management avec spécialisation dans les domaines de la dette, du financement et de l'entrepreneuriat. Il est aussi le président fondateur de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique, docteur Samuel Maté. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Adam, bien de choses à tous les téléspectateurs. Alors on l'a dit, vous êtes ceux-là qui défendent le concept entreprendre à 0 francs. Nous aurons le temps de parler justement de ce concept-là. Est-ce un concept crédible ou juste une utopie? En tout cas avec les juges, nous aurons ce temps d'antenne-là pour en parler. Ce matin, auditionne le docteur Samuel Maté, professeur d'économie et de management. Alors quand on jette un coup d'œil sur votre parcours docteur, alors on voit que vous êtes titulaire d'un doctorat d'État américain en économie, un MBA et une maîtrise en économie monétaire et économétrie. Alors, ça nous amène déjà sur la première question d'actualité. Aujourd'hui, on voit que les 15 pays d'Afrique, de la CEDEAO plutôt, sont engagés dans un processus de création d'une monnaie unique, un projet qui prend du temps, qui piétine. Avec le regard de l'expert, quel est aujourd'hui votre jugement sur cette situation? Bon, c'est-à-dire qu'en économie, on parle de zone monétaire optimale. C'est-à-dire que l'économiste va privilégier, n'est-ce pas, la création de monnaie unique. Parce que la création de monnaie unique permet, selon l'analyse économique, de réduire considérablement ce que nous appelons en économie les coûts de transaction. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le Burkina avait une monnaie différente de la Côte d'Ivoire, en venant ici, par exemple, je devais faire des changes, je dois prendre le taxi ou ma voiture, je dois l'échanger, il y a des frais sur l'échange, et ceux qui doivent échanger des marchandises entre le Burkina et la Côte d'Ivoire inversement doivent changer avec les risques de fluctuation, etc. C'est ce qu'on appelle en économie les coûts de transaction, et ça coûte cher. Et c'est pour ça les économistes demandent ou préfèrent qu'il y ait des unions monétaires avec des monnaies uniques. Dans le cas précisément de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, on se retrouve avec, je pense, à peu près 5 à 6 monnaies. Le CFA, qui est utilisé par les pays francophones, les anciennes colonies françaises. Et puis, on a ensuite des monnaies comme le Nigeria avec son Naira, le Ghana avec son Cedi. Ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, il y a eu 2 problèmes essentiels qui font que ça piétine. Le premier problème, c'est le problème de convergence. C'est-à-dire que pour arriver à une monnaie unique, il faut que un certain nombre de critères soient respectés par tous les pays qui auront la même monnaie. Okay. Et donc, ce problème de convergence concerne l'évolution des économies. Il faut harmoniser l'évolution des économies. Et ça, jusque-là, il se disait que tous les pays n'arrivaient pas à harmoniser leur économie en termes de fonctionnement sur ces critères de convergence. Et le deuxième problème qui se posait, c'est que les pays de la ZAMAO, c'est-à-dire que les pays non CFA, ont exigé que les pays de l'UEMOA coupent le cordon ombilical avec la France et l'euro. Ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que ces pays, notamment sous le leadership du Nigeria, disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une monnaie unique sous tutelle de la France et de l'euro. Et parce que vous connaissez les anglophones, surtout les Nigériens, avec leur esprit d'indépendance. Donc, ils ont posé ça comme la première condition pour pouvoir aller vers une monnaie unique. Il y a eu plein de négociations. Il faudrait savoir que la première date pour la monnaie unique, c'était en 2009. Il n'y a pas eu d'accord. Ils sont partis en 2015. Il n'y a pas eu d'accord. Ils sont partis en 2019. Pas d'accord. Ils sont venus en 2020. Pas d'accord. Et ensuite, maintenant, ils parlent de 2027. Est-ce que vous voyez? Et personnellement, je doute qu'on arrive à une monnaie en 2027 tant que
puisque le Nigeria est intransigeant dessus. Pour lui, tant que... L'échéance de 2027 n'est pas tenable. Pour moi, c'est pas tenable. Tant que le franc CFA ne coupe pas le cordon ombilical avec la France et l'euro. C'est la condition sine qua non pour le Nigeria. Parce que le premier des problèmes a été résolu d'une certaine manière quand l'ancien président du Niger a suggéré qu'au lieu d'attendre que tout le monde remplisse les critères de convergence, allons-y avec ceux qui remplissent les critères, même si c'est 2-3 pays, et les autres, au fur et à mesure, vont se joindre, qui était une belle solution. Pour moi, la monnaie, personnellement, est une décision politique. C'est-à-dire qu'on décide de faire une monnaie et puis après les autres suivent. Moi, c'est comme ça que je la conçois. Mais je dis que c'est pas tenable à cause... la France a fait un petit artifice pour dire que bon, maintenant on l'appelle l'écho et tout, etc. Les gens ne vont plus siéger au conseil d'administration des Français, etc. ne vont plus siéger, mais ils deviennent conseillers. Donc le Nigeria, ils sont assez vifs d'esprit. Ils ont compris que c'était de l'artifice. D'accord. Nous sommes toujours dans la généralité, monsieur les juges. Moi, ma question de généralité aussi, c'est en lien avec cette monnaie. On sait aussi que le Nigeria, c'est pratiquement un géant de cette sous-région. Donc, il y en a qui disent que le Nigeria se détache, les autres se constituent et puis échangent avec le Nigeria. Parce que c'est une force, c'est presque 70% de PIB, c'est ça? Du PIB, pour voilà. Voilà, donc du PIB de cet espace-là. Alors, comment est-ce que vous voyez la position du Nigeria dans cet ensemble-là? Bon, il faudrait dire que c'est vrai que les gens ont toujours eu peur du Nigeria parce que le Nigeria, il est très puissant. Le Nigeria est un État fédéral. Mais ma conviction personnelle, c'est que si les bases sont bien définies, parce que les gens se disent aussi que le Nigeria... souvent dans les couloirs, on dit que le Nigeria c'est un peu le cafouillage, ils ne sont pas bien organisés, etc. Mais il faut reconnaître quand même que on peut pas faire sans le Nigeria. Le Nigeria c'est 200 millions d'habitants, c'est l'économie la plus forte aujourd'hui du continent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des forces, il faut plutôt essayer de voir quelles seront les bases de ces accords pour que les poids s'équilibrent, se balancent. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, il y a eu le même raisonnement quand il y a eu l'euro. Les gens disent l'Allemagne est trop forte, elle va engloutir les petits pays, etc. Mais il y a l'équilibre des forces. Je pense que l'union est tellement importante. Parce que pourquoi le Nigeria aujourd'hui est important? Le Nigeria est important parce que le Nigeria a 200 millions d'habitants. Mais imaginez qu'on arrive à 300 millions d'habitants. Et avec le Z, le CAF, on nous dit que d'ici, si on a l'ensemble, d'ici 10 ans, 10 à 20 ans, l'Afrique aura à peu près 2,5 milliards d'habitants. Donc, nos marchés sont trop petits. On ne peut pas faire d'économie d'échelle. C'est-à-dire, vous créez une usine de voitures au Burkina, ça ne va pas marcher. Non pas parce que il n'y a pas la possibilité de vendre, mais l'échelle de nombre de personnes à qui vous devez vendre est trop petite. Est-ce que ouais. Donc c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur du Nigeria, moi je pense, mais simplement faire attention aux contrats, aux articles, aux conventions qu'on signe pour que les forces s'équilibrent, qu'il y ait des mesures de contrôle et d'équilibre des forces. D'accord. Je pense que c'est ce qu'il faut. J'y vais. Moi, je vais quitter la question de l'écho, parce qu'on avait tellement débattu cela. Et je vais venir vers le VT lui-même, avant de parler d'entreprendre à 0 francs. Vous voulez toujours être prix Nobel? Bon, non, mais en fait, cette histoire de prix Nobel, vous me donnez l'occasion de parler du truc. Au fait, le système de prix Nobel est basé sur des gens. Le prix Nobel travaille avec des institutions et des personnes qui suggèrent des noms. Parce que vous-même, vous ne vous levez pas pour dire « je vais être prix Nobel ». Et donc, ce sont ces institutions qui regardent un peu les agissements que des gens, les actions et les impacts des uns et des autres,
et ils se disent, celui-là, ce qu'il est en train de faire, ça a de l'impact sur la population, sur ceci, on va le nominer. Dans mon cas, ce qui s'est passé, il y a eu une fuite d'informations, en fait. Il y a eu une fuite d'informations. J'avais été contacté avec des questionnaires et tout, etc. Mais il y a eu une fuite d'informations. Mais pour moi, ça a été une belle surprise quand j'ai été constaté par cette institution qui est reliée au prix Nobel pour me demander des questions justement sur le ZF et tous les impacts. Mais ça n'a pas été pour moi un objectif, au fait. Personnel. Et ça a été une surprise. Bon, si un jour ça vient, on prend et je pense que ça sera un prix Nobel de tous les Africains en économie. C'est dans un coin de votre tête. À partir du moment où vous avez consulté, c'est fini. Ils ont mis quelque chose dans un coin de votre tête. Bon, mais je suis du genre à vivre sans ou avec, quoi. Pour moi, l'objectif, c'est les ZF, au fait. D'accord. Si ça vient, on prendra avec. Merci beaucoup. Alors, vous avez créé une fondation dont vous en êtes le président. C'est la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Est-ce qu'on peut présenter cette structure-là dans ses grands axes, en quelques mots? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que moi, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis. Après, j'ai occupé de grands postes. Je suis parti en France. J'étais professeur à l'Université de Lorraine, où sur 200 professeurs, j'étais le seul prof noir. Okay. Et puis après, j'ai dû donner des cours à HEC Paris. J'ai enseigné au Canada, etc. Mais après, quand je suis revenu sur le continent, je me suis rendu compte que le continent était malade et qu'il y avait une fois même, quand à mon retour, j'ai été attaqué par des bandits en route. Et je me suis rendu compte que le gars parlait un bon français. J'ai dit, mais attends, toi, tu parles un bon français, tu es un bandit. Il dit, non, il a 2 masters. Je dis, quoi, un bandit qui a 2 masters? Il dit, si, il a 2 masters, mais que ça fait 18 mois, il est à la maison et que ça fait 6 mois, sa copine est enceinte, qu'il veut que je fasse quoi? Et ça a été l'éveil de conscience pour moi, pour me dire que, mais attention, si ce problème se multiplie, personne ne sera en paix sur le continent, en fait. Et qu'il faut qu'on attaque ce problème. Et ce problème a été plus profond quand j'ai été dans le gouvernement ivoirien en tant que conseiller technique au titre du ministère de l'Entrepreneuriat, où je me suis rendu compte que entre les mots qu'on dit à la télé, les autorités, et ce qui se fait dans la pratique, il peut y avoir des fossés. Et donc j'ai monté cette fondation pour essayer d'attaquer justement ce problème de chômage, ce problème de pauvreté, ce problème de violence que connaissent nos États, pour apporter, disons, ma contribution. Et j'ai décidé d'en faire l'œuvre de ma vie pour le restant de mes jours. J'ai refusé plusieurs postes. Et donc la fondation est là pour justement aider à la lutte contre la pauvreté par l'entrepreneuriat. D'accord. Et comme solution dans la lutte contre le chômage, vous proposez le concept entreprendre à 0 francs. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu dans ce concept-là? Parce que pour beaucoup, c'est de l'utopie. Oui, bon, quand les gens disent c'est de l'utopie, dès que j'explique, tout le monde se tait, généralement. Au fait, on s'est rendu compte, quand j'ai commencé à vouloir initier les gens sur l'entrepreneuriat, quand je suis revenu en Afrique, je me suis rendu compte que la première cause que les gens donnent pour dire je ne peux pas entreprendre, c'est que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de financement. Est-ce que oui? Mais moi-même, j'ai eu à créer des entreprises avant de partir aux États-Unis, et j'ai créé ces entreprises sans aller demander de l'argent à quelqu'un. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas, parce que je suis parti vers des banques, ils m'ont dit, bon, tu veux 50 millions, donne-nous 50 millions d'abord, en garantie. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais pas demander. Et donc, j'ai utilisé mon imagination, comme le dirait Einstein, et j'ai créé une entreprise. Qu'est-ce que j'avais fait? La première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise informatique qui offrait des cours d'informatique aux jeunes dans les écoles primaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai vu quelqu'un qui louait des ordinateurs. J'ai pris la location d'ordinateurs et je payais après 60 jours. Je suis parti prendre des étudiants en informatique en stage bénévole. Et ensuite, les étudiants, les élèves à l'école primaire payaient 5 000 francs par mois. Et moi, je donnais les cours. Et je n'ai pas eu à demander de l'argent à une banque, etc. Mais en combinant ces choses, je me suis retrouvé à près d'1 million de bénéfices par mois. Donc, c'est là aussi qu'est né un peu cet esprit. Et quand je suis revenu, que les gens donnaient tout le temps des raisons, non, on n'a pas d'argent, on ne peut pas entreprendre, j'ai dit, mais tu n'as pas besoin d'aller entreprendre. En fait, le véritable thème qui clôt le débat, c'est
le premier thème qu'on utilisait, c'est entreprendre avec 0 francs extérieur. Est-ce que vous voyez? Ou entreprendre avec 0 dette. Et après, dans la pratique, le 0 francs extérieur est tombé au fait. Est-ce que vous voyez? Donc on disait entreprendre avec 0 francs au lieu de dire entreprendre avec 0 francs extérieur. Parce que le concept ici, c'est d'apprendre à l'Africain, aux jeunes Africains, de dire, t'as pas besoin de tendre la main pour démarrer une activité. Et vous pouvez démarrer une activité et on a pu identifier plus de 100 techniques qu'on a brevetées et c'est ce que nous enseignons durant nos formations. Et ce sont ces techniques qu'on enseigne durant nos formations et qui permettent aux gens de démarrer. Et la deuxième chose que nous enseignons dans nos formations d'entreprendre à 0 francs, au-delà d'enseigner aux gens à démarrer avec 0 dette ou 0 francs extérieur, c'est de faire la distinction entre la ligne d'arrivée, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'en Afrique, la plupart des jeunes et ceux qui veulent entreprendre confondent leur ligne de départ de leur ligne d'arrivée. Jeff Bezos, il est à sa ligne d'arrivée, au fait. Il est un des hommes les plus riches au monde, mais si on vous le montrait à sa ligne de départ, il était dans un studio. Pareil pour Bill Gates. Bill Gates était dans le garage de son père. Il n'avait même pas de l'argent pour aller louer un local. Il n'en avait pas. Mais il a commencé dans le garage de son père. C'est sa ligne de départ. Il faudrait, et c'est ce que nous faisons, nous apprenons durant nos formations aux gens que votre ligne de départ est différente de votre ligne d'arrivée. Et qu'il faut du temps pour le faire. Et pour cela, je vous donne un exemple très rapide. Il y a un jeune qui est venu suivre notre formation. Il disait qu'il avait fait un business plan où il avait besoin de 250 millions pour avoir des plantations, faire de la transformation, des jus, mangue séchée, tout ça, etc. Et elle me dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de 250 millions. 250 millions pour faire une usine, commander des machines, etc. C'est ta ligne d'arrivée, au fait. Ta ligne de départ peut être différente, elle est différente. Et donc, on lui a montré la technique durant la formation de ce que nous appelons, il y a plusieurs techniques, la technique de la carte d'identité. À Abidjan, il y a des dames qui font des jus naturels en des tanks de 5 litres. La technique de la carte d'identité, il est parti, il a vu une de ces dames, il a donné sa carte d'identité, il dit, tenez, donnez-moi un seul bidon de 5 litres. Le soir, je viens vous payer, je prends ma carte d'identité. Et c'est ce qu'il a fait. Il a reconditionné ça dans les petites bouteilles d'eau minérale. Il a pris une glacière chez sa voisine. Et puis, il faisait le tour des cités administratives à midi pour vendre son truc. Et le soir, il repartait, il donnait à la dame son argent, il gardait son bénéfice, il a repris son truc. Et les dames même lui donnaient maintenant les choses après sans problème parce qu'il a montré son truc. Donc, et à l'issue de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a commencé à aller avec les dames acheter les fruits à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a une plantation d'orangers. Donc, c'est un peu ça, ce concept que nous enseignons aux jeunes durant nos formations, à faire cette différence et à se dire que tant que tu ne confonds pas ta ligne d'arrivée et ta ligne de départ et que tu sais que tu peux démarrer de toutes les manières, avec ce que tu en mets, tu peux réussir. D'accord. Alors, entreprendre à 0 francs, vous avez dit ça commençait par 0 francs extérieur ou 0 dette. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est entreprendre à 0 francs finalement que les uns et les autres ont retenu. Alors qu'effectivement, comme l'a dit le président, sur la question, il y a beaucoup de bruit. On vous dit que ce n'est pas possible parce que vous dites que vous avez des méthodes que vous avez brevetées. Il y a la méthode carte d'identité dont vous venez de parler, c'est-à-dire également qu'il y a d'autres méthodes. Parce qu'il y en a qui disent que vous n'avez pas besoin de ceci. Ce que vous avez besoin, c'est de trouver un client. Est-ce que cette méthode également vous Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que bon, on a moi-même des business que j'ai démarré en prenant des avances sur des clichés des clients. Mon premier exemple que je vous ai montré, bon, c'est vrai qu'il y a un crédit fournisseur, mais vous pouvez démarrer effectivement. Il y a un jeune qui est venu témoigner à une de nos conférences le mois passé. Il a démarré un système de riz. Il était à la maison, au chômage depuis plusieurs mois, et il a suivi notre formation. Et aujourd'hui, il emploie près de 12 personnes. Il a un système de distribution de riz. Il va prendre le riz chez les grossistes et puis il distribue ça chez les gens directement à la maison. Et comment il a fait? La première commande même, il n'a pas eu à négocier un crédit fournisseur. La première commande, c'était des amis à lui qui lui ont donné de l'avance pour leur fournir le riz. Et c'est avec ça qu'il a commencé à tourner, au fait. Effectivement,
l'avance client peut-être fait partie de nos techniques. J'y vais. Oui, c'est bien parce que là, on commence à comprendre de façon plus précise le concept. Ça veut dire que là, vous travaillez un peu sur les esprits et dire qu'on n'a pas besoin d'obtenir son prêt en banque ou bien d'avoir quelqu'un qui vous donne de l'argent. De votre situation, vous devez pouvoir travailler à vous trouver des opportunités, ne serait-ce que pour commencer quelque chose. Exactement, la ligne de départ. D'accord. Là, ça devient de plus en plus intéressant. Moi, quand je faisais un peu de recherche là, pour l'émission, là, j'ai vu que vous travaillez avec beaucoup de femmes qui sont issues de milieux, on va dire, défavorisés, qui ont des petites initiatives, soit en bordure de route et autres. Elles, par exemple, elles ont déjà commencé. Ouais. En quoi consiste l'accompagnement que vous leur donnez? Bon, l'accompagnement qu'on donne, c'est la formation, parce que notre objectif, comme on le dit, c'est que ces entrepreneurs ne soient plus des micro-entreprises ou des petites entreprises, mais qui deviennent des moyennes et des grandes entreprises. Si vous prenez par exemple Louis Vuitton, il a commencé vraiment petit. Si vous prenez tous les grands, ils ont commencé petits, etc. Donc, et je disais à une conférence la dernière fois, c'est seulement en Afrique, je suis vraiment désolé de le dire, en grande majorité, laissons les Dangote, qu'on regarde, c'est-à-dire que, bon, moi, mais j'ai gardé un lien avec les États-Unis, mes enfants sont américains, je suis tout le temps, mais c'est-à-dire que quand je retourne aux États-Unis, bon, à part la Covid, c'est-à-dire que le gars qui a commencé aujourd'hui, 2 ans après, tu le vois, il est dans plusieurs États, etc. C'est en Afrique qu'on voit le gars qui a commencé 5 ans, tu vois, il est toujours dans la même boutique, au fait. Et je le vois quand on demande, par exemple, aux jeunes, que ce soit au Burkina, parce qu'on a une antenne ici, partout en Afrique, quand tu demandes à un jeune Africain de te faire un business plan, quand il a trop réfléchi, son marché, c'est son quartier ou bien sa ville, quoi. Alors que moi, j'enseigne aux États-Unis. Quand tu demandes à un jeune Américain du même âge de te faire un business plan, il te dit première année, je suis dans tel État, deuxième année, je suis dans 20 États, troisième année, je suis en Europe, quatrième année, je suis dans le Moyen-Orient. Ils ont vraiment de l'ambition, quoi. Ils ont de l'ambition au-delà. Mais on est bloqué, même de la jeunesse africaine. Les gens sont bloqués. Donc c'est pour ça, dans l'accompagnement que nous faisons, nous poussons les gens, ça, et actuellement, on crée des communautés. La dernière fois, il y a une jeune dame, elle a une ferme à Koubri, c'est ça, et elle attendait, elle dit elle avait fait un budget de 520 millions, elle attendait pour construire une ferme école qui allait faire plein. L'idée était belle, mais quand elle est venue suivre la formation, elle dit mais tu sais, tes 520 millions, tu vas attendre ça pendant 25 ans, mais déjà tu as le terrain, commence déjà par faire un petit poulailler. Et ce petit poulailler, tu peux essayer. Et elle-même est venue après l'idée de faire un camp agro-pastoral pour les enfants. Et c'est comme ça son truc a commencé. Du camp agro-pastoral, elle envoyait les enfants pour une journée pour venir voir. L'argent qu'elle récoltait aujourd'hui, elle a un restaurant là-bas, les parents viennent, etc., etc. Elle est en train de s'étendre. Donc c'est un peu ça. C'est de donner, l'accompagnement, c'est de donner cette vision de grandir. On a les capacités d'avoir des Africains comme Dangote en millions. Ils ont cette capacité, au fait. Et si nous n'avons pas si nous ne formatons pas les Africains à cette capacité, au lieu d'être les plus riches, on va être les plus pauvres. Parce que Dieu a créé que d'ici 20 ans, tous les Africains doivent être des milliardaires. Si vous prenez la population de l'Afrique, on nous dit d'ici 10 à 20 ans, on sera 2,5 milliards. 2,5 milliards, 10%, ça vous fait 250 millions de personnes. 1% de la population africaine d'ici 10 ans sera environ 25 millions. Supposez que quelqu'un fait du yaourt et vend ce yaourt à 1 euro et qu'il vend pour 1% de la population chaque jour en Afrique. Ça lui fait un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros par jour. Par jour. C'est-à-dire, et c'est ça que je dis aux jeunes Africains, il faut vous investir, parce que sinon les autres, eux, ils voient. C'est pour ça que les gars, ils descendent ici. La dernière fois, je revenais, malgré la Covid, les vols étaient pleins, parce que les Européens, ils voient, les Américains, ils voient cette opportunité. Et c'est pour ça que nous devons véritablement accompagner toutes ces dames. Ce que vous dites, c'est très intéressant, mais on a une réalité aussi ici. Entreprendre, souvent, pour ce qui est des jeunes, ils disent, bon, écoutez, il faut un minimum. On est un peu calé comme ça. Tant qu'il n'y a pas un minimum, tu ne peux pas entreprendre.
vous venez avec une autre façon de voir, avec ce que vous êtes et vous avez, vous devez commencer, vous devez trouver le moyen de commencer. Exactement. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous dites aussi, il faut quand même aussi qu'il y ait un genre de climat qui puisse accompagner. Et il y a l'État aussi qui doit jouer son rôle. Exactement. Avec les taxes. Mais est-ce que vous pensez que ça tombe dans des oreilles attentives? Parce que c'est les premières entrées. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que il faut une force pour faire plier l'État, en fait. Et c'est en cela qu'il faut tant qu'on a un programme qu'on appelle Initiative 35.3. L'initiative 35.3, c'est quoi? L'initiative 35.3 vous dit que on a écrit à tous les chefs d'État, on a écrit à l'Union africaine, on leur a dit, écoutez les gars, l'État ne peut plus continuer à se dire le pourvoyeur d'emploi. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a marché dans aucune économie. Et pour ceux qui donnent de l'emploi et qui paient les impôts, qui créent la richesse, ce sont les entreprises. Pour créer plus d'entreprises, un des éléments clés, ce sont les impôts. Et l'initiative 35.3 dit, on a dit au gouvernement africain, permettez que tous ceux qui créent des entreprises, et qui sont africains, qu'ils ont 35 ans et moins, quel que soit le pays dans lequel, qu'il soit du pays ou pas, dès qu'il est africain, il est dans un pays, crée une entreprise, il a 35 ans et moins, sur les 3 premières années, il paie 0 impôt. Et je dis, si vous le faites, vous verrez combien les entreprises vont se multiplier. Parce qu'aujourd'hui, il y a également beaucoup de jeunes qui ne créent pas d'entreprise à cause de la fiscalité, à cause des impôts qui sont énormes, d'où le rôle de l'État. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, quand vous créez une entreprise, et que vous allez aux impôts pour vous déclarer, on vous dit, quel est le chiffre d'affaires que vous comptez faire cette année? Vous avez dit, bon, je compte faire 50 millions. On dit, déposez 5 millions. Tu n'as même pas encore fait un petit bénéfice. L'argent, un franc n'est pas rentré. On te dit, tu paies la patente à l'avance sur le chiffre d'affaires que tu t'es prévisionné. Et non seulement ça, mais l'État te dit, si tu oses faire une perte, tu n'as pas fait de bénéfice, tu paies 3 millions de francs CFA à l'État pour ne pas avoir fait de bénéfices. C'est ce qu'ils appellent l'impôt minimum forfaitaire. Mais ça, ce n'est pas un climat qui encourage les gens à entreprendre. Est-ce que, ouais. Donc, nous avons écrit et nous continuons de faire ce combat pour dire aux États, et ce que nous disons aux États, regardez, si vous prenez par exemple, l'impôt est à 10 000 francs, vous avez seulement 100 entreprises qui sont créées. Vous, l'État, vous avez 1 million dans les coffres de l'État. Mais supposons que vous ramenez cet impôt de 10 000 à 100 francs et que vous créez 1 million d'entreprises. Au lieu de 1 million dans les caisses de l'État, vous avez 100 millions dans les caisses de l'État. Donc, le trop d'impôts n'est pas la solution. Est-ce que, ouais. Et donc, c'est effectivement, donc, nous menons une lutte par rapport à ça. La lutte, c'est la lutte pour la fiscalité. La lutte, c'est la lutte pour que les gens travaillent ensemble. Et c'est pour ça que je suis là. Et je tiens à remercier le directeur de la chaîne, à vous remercier. Parce que je suis catégoriquement contre cette attitude qu'on a. On regarde ça dans tous les pays. Ah oui, mais pourquoi on a donné ce marché à un étranger? On entend ça tout le temps en Côte d'Ivoire. On entend ça tout le temps dans d'autres pays. C'est pas simplement à Côte d'Ivoire. Ah, on a donné... Non, on doit s'unir pour avoir des marchés ensemble. Il faut que le Burkinabé, l'Ivoirien, le Sénégalais se mettent ensemble pour créer une société ensemble et investissent ces marchés. C'est là où ça va marcher. Alors, quand on vous écoute, on sent l'espoir et l'optimisme dans vos yeux. Bien sûr. Vous êtes convaincu qu'avec l'auto-emploi, on peut absorber beaucoup de jeunes dans le chômage. Mais est-ce que finalement, tout le monde est fait pour l'auto-emploi? Bon, c'est clair que tout le monde n'est pas fait pour l'auto-emploi, mais et c'est pour ça que nous avons lancé un programme, parce qu'on a constaté une chose. Personnellement, je suis également consultant. Je suis également consultant dans plusieurs institutions, la BAD et tout, etc., pour ne pas les citer. Et ce de quoi on s'est rendu compte, c'est que personnellement, tous les programmes de développement sur lesquels j'ai travaillé n'ont pas atteint 50% de leurs objectifs. Tous les programmes n'ont pas atteint. Même nous, en termes d'entreprendre à 0 francs, on atteint des objectifs au-delà de ce que les autres utilisent des méthodes classiques, mais ce n'est pas ce que je veux. Et on s'est assis et puis on s'est posé la question, mais pourquoi? Par exemple, au temps du président Bédié, il y avait un fonds qu'on appelle les fonds sociaux, qui donnait 15 millions de francs CFA à chaque Ivoirien qui avait un projet.
qu'est-ce que les gens ont fait quand on a distribué? Ils sont venus avec des projets. Ils sont partis en Europe avec l'argent. D'autres ont fait d'autres choses. Ils disent, ah non, c'est l'argent de l'État, personne ne peut nous le prendre. Ce projet a eu un taux de succès d'environ 7%. Et le même projet qu'on a mis en place en Asie du Sud-Est a eu un taux de succès de près de 70%. Donc on s'est posé la question, pourquoi en Afrique, on distribue de l'argent, seulement 7% s'en vont et réalisent des projets, créent des entreprises, et qu'en Asie du Sud-Est, on donne le même montant, 70% vont et créent des entreprises. Et finalement, on est arrivé à une chose, la mentalité. Tant qu'on n'a pas changé la mentalité de l'Africain, quels que soient les milliards, quels que soient les programmes qu'on va injecter, prendre un hélico, verser des milliards sur des gens, ça ne va rien changer. Mais comment il faut déconstruire tout cela? C'est au niveau de l'éducation? Il y a eu beaucoup de... C'est notre nouveau produit, justement. Il y a eu beaucoup de stratégies, mais toutes les stratégies n'ont pas marché et ont rencontré des échecs. Il y a eu l'éducation civique. En Côte d'Ivoire, ils ont même créé un secrétariat au service et à l'éducation civique. Ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont lancé le concept d'Ivoirien nouveau, Sénégalais nouveau aussi. Il y avait eu... Ça n'a pas marché. Ensuite, on a encouragé les églises. Les gens sont partis dans les églises, dans les mosquées. Ça n'a pas marché. Donc, on s'est dit... Finalement, nous avons mis en place un programme que nous avons appelé Africa 5.0. Et dans ce programme Africa 5.0, nous avons fait de ce programme un programme pour changer la mentalité des Africains. Et ça va faire 2 ans qu'on l'a expérimenté avec beaucoup de succès. Maintenant, on est en train de le lancer. On l'a lancé la semaine passée avec l'UNESCO qui est notre partenaire. Et on le lance ce soir ici au Burkina. Le programme, c'est 3 jours. On va prendre les gens pendant 3 jours. La première journée, on leur enseigne les valeurs. Et qui est basé sur un livre que j'ai publié l'année passée, Comment repenser l'Afrique, comment refaire l'Afrique. Les 44 valeurs. Et je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de comportement, ça ne peut pas aller. Une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé aux États-Unis, qui m'a vraiment frappé, et ça m'a rappelé mon village, parce que mon père aimait qu'on aille au village, ça m'a rappelé exactement mon village, ce que j'ai vu aux États-Unis. C'était quoi? Aux États-Unis, il n'y avait pas de mur entre les maisons. Il n'y a pas de mur. Tout comme au village, il n'y a pas de mur entre les cases. Et pire, quand on sortait, on ne fermait pas la porte. Je demande à mon gars, mais tu ne fermes pas ta porte à clé? Il dit non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais mon voisin va faire quoi? Je le connais. C'est tout ce qu'il m'a dit. J'ai dit, waouh. Donc, ils se font tellement confiance, ils ont les mêmes valeurs comme nos grands-parents dans les cases. Ils n'avaient pas de mur entre les cases. Ils se connaissent, là-bas, pas là-bas. Qu'il n'a pas besoin de fermer sa maison. Il peut mettre 100 millions sur la table, il sort, il revient, il retrouve ça. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et j'ai fait cette recherche et j'ai retrouvé que dans les temps anciens en Afrique, il y avait 44 valeurs que tous les peuples africains partageaient. Le respect des aînés, le respect de la parole donnée, la solidarité entre les gens, le partage, l'honnêteté. La ponctualité était une valeur africaine. Donc, durant cette première journée, on fait redécouvrir aux gens ces valeurs que nous avons perdues au cours de la colonisation pour leur dire, voici ce que vous étiez et voici ce que vous devez redevenir. Et donc, on leur réenseigne ces valeurs pour qu'ils se les approprient. La deuxième journée, on parle de la santé. Parce que tous nos pays sont en bas de classement sur l'offre de qualité de la santé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber malade. Et la meilleure manière de régler ce problème, c'est la santé préventive. Parce que sans santé, il n'y a pas de développement. Si vous aviez un palu chronique, vous ne serez pas ici, vous serez alité, vous serez en train de chercher à vous soigner. Et si vous n'avez pas les moyens, parce qu'on n'a pas de protection sociale en Afrique. Est-ce que ouais. Donc, la santé préventive. Il y a une hygiène de vie, il y a de petits gestes accessibles aux pauvres comme aux riches qui vous permettent d'être en bonne santé. Boire 1 litre d'eau, marcher 5 km par semaine, etc. Donc, durant cette deuxième journée, on enseigne aux gens comment avoir cette hygiène de vie pour garder la bonne santé. Et enfin, pour terminer, le troisième jour, on enseigne aux gens comment multiplier ton salaire par 10
en le gérant mieux. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de protection sociale. Moi, quand je travaillais en France, même en tant qu'étranger, quand j'ai eu un vide, l'État français me payait. Et ce n'est pas les 10 000 francs CFA qu'on paie aux gens ici parfois et tout. Non, on te paye. Ça va entre 600 et 600 euros et tout. On te paye une somme conséquente. On n'a pas ça ici. Ici, dans la plupart des pays africains, quand tu es au chômage, comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu bois l'air. Quand tu n'as plus d'air à boire, tu rentres au village. Donc, il n'y a pas de système de protection sociale. Une personne qui travaille en Afrique a au moins 20 personnes qui soutiennent. Tu as tes enfants et ta femme, mais tu as les amis, les neveux, les cousins, les ceci qui t'appellent chaque jour. Oui, on doit aller acheter un médicament. Pardon, tu peux me dépanner. J'ai pas pu finir de payer mon écolage. Vraiment, donc, le gars, le 10 du mois, son argent est fini. Quand il arrive au bureau, tout le monde l'énerve. Parce qu'il ne sait même pas comment il va faire pour payer son carburant pour arriver le lendemain. Donc, apprendre à l'Africain à mieux gérer ses finances est le principe de revenu complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a de petites, même si vous n'êtes pas entrepreneur, j'ai des amis qui ne sont pas entrepreneurs, qui travaillent à temps plein, mais avec le marketing relationnel, les forever, des trucs, ils font des trucs à côté. Moi, ma mère, elle a été assistante sociale, mais elle faisait à côté des jus, elle amenait des pains qu'elle vendait à ses collègues, etc. Ce qui fait qu'elle ne manquait jamais de petites monnaies à la maison. Donc ce sont ces 3 choses qu'on veut apprendre dans le programme Africa 5.0. Et je pense qu'il faut pour nous instaurer ce programme même dans le cursus scolaire et dans tout ce que nous faisons. Juste Bouma. Oui, effectivement, il y a la question, vous avez parlé de revoir la mentalité de l'Africain, mais il y a aussi vous êtes arrivé aux États-Unis, vous avez dit, vous avez vu une façon effectivement de faire entrepreneuriat aussi. Bon, aujourd'hui, on entend chanter entrepreneuriat comme si c'était la panacée. Je rejoins la question du président. Est-ce que tout le monde peut le faire? Voilà. Non. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde peut. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parle d'intrapreneuriat. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'aiment pas prendre de risques, mais qui peuvent, au sein de leur entreprise, développer des idées, etc. Ça aussi, on a des cours dessus et on encourage les gens dans le revenu complémentaire. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez investir. Moi, une des choses qui m'a frappé quand je suis à mon premier cours aux États-Unis, j'avais mon voisin qui était un Américain blanc. Il était sur son ordinateur, je vois des trucs de la bourse. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, il est en train d'acheter des actions. Je dis, waouh! C'est-à-dire que c'était un jeune, il avait peut-être 20 ans, mais déjà, il achetait des actions, il investissait dans la bourse, etc. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez investir. Aujourd'hui, nous, au niveau de la FAFED, on a créé un petit club d'investisseurs. Des gens mettent de l'argent, 50 000, 100 000, dans les jeunes entrepreneurs, start-up qu'on vient. Ça aussi, c'est un moyen de fructifier son argent. En plus de votre programme de formation, vous avez écrit au niveau des chefs d'État et tout, à l'Union africaine. Est-ce que vous avez une oreille attentive vis-à-vis de ces chefs d'État africains et surtout ouest-africains? Bon, le problème que nous rencontrons ici, c'est que les chefs d'État, il y a un décalage énorme entre le discours à la télé et ce qui se fait sur le terrain, ou quand vous allez voir, est-ce que vous voyez, et c'est terrible, c'est terrible. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Hein? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Non. Non, ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne prennent pas au sérieux, non pas parce que ce qu'on dit n'est pas sérieux, parce que la plupart des chefs d'État que j'ai rencontrés, je ne vais pas citer de nom, sont plutôt dans une démarche, la priorité à 80%, c'est une démarche de conservation de pouvoir. C'est-à-dire que quand tu viens et que tu n'apportes pas quelque chose qui, dans l'immédiat, lui fait conserver son pouvoir et son aura, ça ne l'intéresse pas. C'est ce que j'ai constaté. Alors, mais il y a aussi les écoles de formation. C'est-à-dire, vous avez une fondation, vous donnez des formations, vous-même vous dites que il y a des formations qui sont prévues au niveau du Burkina Faso. Mais en même temps, il y a les instituts de formation, il y a les grandes écoles. Vous voyez, aujourd'hui, à Ouagadougou, il y a plein d'instituts supérieurs, d'universités publiques et privées qui sortent. Comme vous l'avez dit, hein, quelqu'un qui a 2 masters qui vous a braqué, mais au Burkina également, il y en a qui sortent également avec beaucoup de masters, mais après, il y a un travail à faire, parfois qui ne sont même pas à la hauteur. On a vu des cas de trucs là. Maintenant, comment on intègre
ce que vous dites là, dans ces cours, vous là, d'enseignement? Nous, on est en train de travailler avec, par exemple, l'IUA. C'est la plus grande université privée de la Côte d'Ivoire. Ils ont près de 6 000 étudiants. Et aujourd'hui, on a travaillé avec eux pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on a une formation entreprendre à 0 francs avec un incubateur que nous gérons au sein de l'IUA. On est en train de faire le même travail avec le CESAC à Dakar. Le CESAC, c'est le centre de formation créé par la BCAO. On est en train de faire le même travail avec eux. Et on avait signé un partenariat avec l'université, toutes les universités de Côte d'Ivoire, pour que la dernière année, tous les étudiants viennent avec un projet et suivent la formation entreprendre à 0 francs. Mais ça n'a pas marché tout simplement à cause des dysfonctionnements du calendrier du truc et de la violence sur le campus. Bon, la violence maintenant c'est un peu contrôlé, mais il y a certaines facultés en Côte d'Ivoire qui sont en retard de 2 ans par exemple. Donc ça fait que c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est rabattu un peu sur les universités privées qui ont un cycle un peu plus régulier dans leur exécution. Sinon, effectivement, vous avez raison, il faut... Un programme également à l'endroit des travailleurs, c'est-à-dire des fonctionnaires. Ouais. Bon, les fonctionnaires, on avait commencé à faire une expérience... Du public comme du privé, parce que quand je dis fonctionnaire... Ouais, bon, on avait commencé à faire une expérience sur les retraités. Parce qu'un des grands problèmes en Afrique que j'ai remarqué, c'est que les retraités meurent beaucoup d'AVC. Okay, j'ai un ami médecin avec qui j'avais discuté sur une étude qu'ils ont menée. Parce que le problème, c'est que généralement, chez le blanc, celui qui va à la retraite, c'est qu'il va se reposer. Généralement, je ne sais pas pour le Burkina, mais en Côte d'Ivoire, quand tu es à la retraite, ton salaire diminue d'environ 50%. Parce qu'on suppose que tu n'as plus de charges, tu es seul, etc. Mais c'est faux en Afrique. Celui qui va à la retraite, parfois, il a encore des enfants de 12 ans, de 10 ans. Il a des nièces, etc. à sa charge, et tout, etc. Et puis, en temps, son salaire diminue de moitié, au fait. Et on a des gens qui meurent de AVC. Donc, on a mis en place un programme à l'intention des fonctionnaires, des gens qui vont vers la retraite, pour leur dire que, pour leur enseigner à entreprendre à 0 francs extérieur, à avoir des activités durant leur retraite. Pour dire que la retraite, c'est pas la fin, mais la retraite. Et je trouve dommage, on a organisé une formation la dernière fois en Côte d'Ivoire où j'ai invité le général par l'info à venir animer. Je n'ai pas le choix aujourd'hui, c'était lui qui avait commencé le truc. Il a 80 ans et je suis resté avec lui quand je suis parti le voir. Je suis resté avec lui pendant... On devait se voir pendant 15 minutes. On a fait 3 heures de temps. Et je vous assure, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait mon MBA. Mais ce que ce gars m'a appris en 3 heures de temps, c'est plus que ce que j'ai appris dans mon MBA au truc là. C'est dommage qu'en Afrique, on met dans le tiroir ces genres de personnes. Les retraités, on les met dans le tiroir parce qu'il est de telle obédience politique ou ethnie, on le case. Alors que ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Donc, nous avons une formation au niveau des fonctionnaires. On se focalise plus sur les retraités, vers ceux qui tendent vers la retraite pour les initier. Et rapidement, pour terminer, on a lancé un programme il y a 5 mois qu'on a appelé Transformation. Ce programme, c'est à l'adresse des dirigeants d'entreprise et des cadres qui veulent démarrer leur propre structure. Ça aussi, on a commencé à le faire parce qu'on s'est dit que si le gars analphabète ou qui a une éducation limitée en Afrique peut commencer à vendre de la cola au bord de la route et 10 ans après, il est milliardaire, imaginez ce que pourra faire quelqu'un qui a un master. D'accord. Alors, vous faites des renforcements de capacité pour amener les jeunes justement à exploiter leur potentiel. Vous l'avez dit, il faut un regard nouveau, il faut formater les jeunes là. Vous avez dit, il y a des victoires d'étape, mais il y a aussi des échecs. Vous avez parlé un peu de manque de volonté politique. Finalement, comment il faut voir les choses? Le verre à moitié plein ou à moitié vide? Bon, à moitié plein, c'est sûr. C'est ce qui nous fatigue, personnellement, j'en discutais hier encore avec une amie, ce qui fatigue, c'est l'absence de soutien, en fait, qui nous fatigue. Est-ce que vous voyez? C'est l'absence de soutien, c'est la corruption. Par exemple, dans tous les États, ils ont des programmes sur l'entrepreneuriat. Dans certains États, je ne vais pas citer de nom,
j'ai vu des programmes où on est dans une quinzaine de pays. Dans certains pays, j'ai vu des programmes où c'était mis 200 milliards pour financer le programme entrepreneur à travers les pays. Nous, on est partis dans les différentes régions, on n'a rien vu. Hein. Mais les 200 milliards ont été dépensés, quoi. On n'a rien vu. Oui, et on n'a rien vu, quoi, sur le terrain. Et des jeunes, parfois, viennent se plaindre à nous que, bon, on leur fait signer des documents, par exemple, on leur dit, bon, tu as reçu 110 millions pour ton projet, ils signent, et quand il va sur le compte, il voit qu'1 million. Donc, on est dans un problème, dans une situation comme ça, et aussi, on n'a pas d'encouragement, au fait. C'est-à-dire, ce travail que nous menons et tout, c'est pour ça que nous apprécions quand on nous invite sur les plateaux de télé, au moins pour faire porter le message. Mais on reçoit 0 subvention. Ça va faire près de 6 ans qu'on fonctionne, 0 subvention. J'ai jamais reçu de subvention. Est-ce que toi-même, tu dois travailler, mettre l'argent? Et c'est pour ça que j'en profite de votre antenne pour remercier la FPME qui, ici, au Burkina, s'est mobilisée. On a lancé une caravane pour former 200 000 burkinabés à travers jeunes et femmes, à travers toutes les régions. On en a formé déjà 10 000. On devait même relancer pour faire l'étude d'impact, mais on n'a pas pu le faire parce qu'il nous manquait des ressources. Donc c'est un peu ça le problème aujourd'hui que nous avons aussi. Juva, dernier commentaire. Oui, commentaire, mais je suis un peu surpris parce que la dernière fois, c'est parce que nous manquons des ressources alors qu'on dit entreprendre à 0 francs. Donc ça veut dire que... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Quand on dit entreprendre à 0 francs, comme je vous l'ai dit, entreprendre à 0 francs extérieur. Ouais. Mais même travailler sur les esprits, bon, oui. 100 francs aussi. Oui, bon, c'est-à-dire que c'est une façon de voir, c'est ce que nous essayons de démontrer. Il a fallu bien que je prenne un billet d'avion pour venir, il a fallu que je dois retourner. J'ai des enfants que je dois scolariser, etc. Donc tout ça, c'est assuré. Et souvent, tu es obligé d'aller travailler, de réinjecter l'argent, et tout ça, etc. Beaucoup de nos formations sont gratuites. Est-ce que, ouais, là, par exemple, je dois venir faire la formation que je dois faire ce soir sur Africa 5.0, c'est une formation qu'on fait gratuitement. Il y aura à peu près une trentaine de personnes. La même formation avec le même contenu que je fais à HEC Paris, je suis payé autour de 5 millions la journée quand même. D'accord. Alors, merci d'être passé sur ce plateau. Nous sommes presque au terme de cette émission. Pour ne pas dire qu'on a épuisé le temps qui nous était imparti. Nous avons parlé du chômage des jeunes et d'entrepreneuriat et surtout du concept entreprendre à capital zéro. On a eu vos clés de lecture, vos arguments justement pour expliquer ce concept-là. Je rappelle que vous êtes Dr Samuel Moaté. Vous êtes, je le disais, professeur d'économie et de management avec spécialisation dans les domaines de la dette, du financement et également de l'entrepreneuriat. Vous êtes également le président fondateur de la Fondation pour l'entrepreneuriat en Afrique, maître d'Espacé. Merci également, monsieur les juges, pour ces clés de lecture. Merci. On se retrouve demain pour faire en tout cas la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truth TV et Watt FM.